Pas de cette façon. Je me rappelle une fois, j'avais une émission avec Feu Sidi Lamine Niasse. C'était avec le 11 septembre. Et il a voulu que je démolisse quelque part les États-Unis. Il m'a même montré, il a parlé du dollar américain avec la pyramide qu'il y a là-dessus et d'évoquer les origines des États-Unis adossées à la franc-maçonnerie et d'autres choses. Et vraiment, son point de vue n'était pas très positif. C'était la deuxième fois. La première fois, c'était au lendemain du 11 septembre. On a organisé ici un panel. Et vraiment, il y avait une guerre verbale entre Feu Sidi Lamine Niasse et la dame qui, à l'époque, était l'attaché culturel de l'ambassade. Quand on a terminé, parce qu'à un moment, j'ai été obligé de refuser la parole, et à Sidi Lamine Niasse, et à la représentante de l'ambassade des États-Unis, en leur disant, nous avons ici une conférence, c'est pour tout le monde. Si vous voulez vous battre verbalement, vous le faites ailleurs, mais moi je ne vous donne plus le micro. Et la dame de l'ambassade m'a attaqué elle aussi, dès après, en me disant, Ousmane, tu ne nous as pas défendu. Ce que je lui ai répondu, elle s'en souviendra. Je lui ai dit, je ne suis pas là pour défendre ni le gouvernement américain, ni l'ambassade. Moi, je suis là pour le Watt. Je dois organiser des débats. Si vous voulez vous disputer, disputez-vous, mais je ne prends pas parti. Dans le cas de Sidi Lamine Niasse, j'étais encore terminé avec les téléphones. Merci beaucoup. Voilà. Dans le cas de Sidi Lamine Niasse, quand je lui répondais, parce que ce que je lui ai dit, permettez-moi de rappeler ces choses-là, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de le faire, et j'ai 3 minutes qui me restent. Quand il a dit ce qu'il a dit, mon esprit est parti aux États-Unis, en particulier en Floride, et j'ai vu la famille Villalon, Léo et Fiona, de jeunes étudiants venus au Sénégal pour aller au point que si vous allez à Gainesville et que vous recensiez les gens qui habitent, vous verrez certainement le nom d'un certain jeune homme dont la famille est à Fatick. C'est-à-dire cette disposition à avoir par rapport aux Sénégalais des sentiments qui sont véritablement des sentiments d'amitié et d'amitié profonde sans ce qu'on appelle le parochialisme, c'est l'esprit de clocher. Quand vous me dites Léo et sa famille, je dis, voilà une famille qui n'a aucun esprit de clocher. Parce que Léo, ce que vous faites là dans le domaine de la recherche, c'est comprendre les choses. Mais si au départ, on comprend au point que votre approche de la vie consiste à avoir tout le monde avec vous, à partir de ce moment, il n'y aura pas les séparations ou les distances qu'il y a entre les communautés. Et c'est ce que je voudrais tout simplement mettre sur la table. Sur le plan universitaire, vous faites un travail extraordinaire qui vise à réunir les hommes à travers la compréhension des phénomènes. Mais dans votre vie de tous les jours, j'apprécie cette ouverture extraordinaire au point que si l'Afrique du Sud s'appelle le pays arc-en-ciel, je crois que les Villalon, on pourrait dire la famille arc-en-ciel. Donc je vous remercie pour ça. Je te donnerai, puisque tu dis que je suis très bavard, je te donnerai l'occasion. Voilà, je te donnerai l'occasion de présenter les autres panélistes, mais crois bien que ce que j'ai dit là, c'est la stricte vérité et ce en quoi je crois. Parce que si je ne crois pas, je ne dis pas et personne ne pourra me forcer à le dire. Donc merci beaucoup Léo, merci Fiona, merci à la famille, merci à vous tous, panélistes, merci à l'assistance, merci à ma soeur Fatou. Et voilà. Bon, et merci à Ousmane. Je suis toujours un peu gêné de suivre Ousmane avec tout ça. Bon, mais mon grand-père, je n'ose pas le contredire. Donc voilà, merci Ousmane. En fait, on n'est pas venu pour parler de ça, on est venu pour parler des choses sur la laïcité. Donc, merci beaucoup à tous d'être venus. Le public n'est pas énorme, mais il y a des grandes qualités, puisque parmi les personnes que je reconnais ici. Donc, merci d'être venu, je suis bien content. Je vais faire le constat tout de suite aussi, avant que ma grande sœur Fatou Sow le fasse elle-même, que le public a une représentation féminine plus importante que le panel. Donc, il
que les intervenants. Et donc, voilà, je te coupe la parole dès le début. Mais je suis très content que vous soyez tous là. En fait, ce panel aujourd'hui se situe dans le cadre d'un projet comparatif sur ces questions des enjeux de la laïcité. Ça suit plusieurs projets qu'on a eu depuis plusieurs années, basés avec notre groupe de recherche sur le Sahel à l'Université de la Floride, basé à la Floride. Et là, ce projet en particulier, on s'est réunis avec les collègues ici représentés et quelques autres dans la salle. On s'est réunis une fois déjà à Gainesville, en Floride, il y a quelques mois. Et maintenant, on s'est réunis une deuxième fois ici la semaine dernière pour échanger entre nous et pour parler. Je veux signaler dans la salle, à part les gens qui sont ici présentés, mes collègues Alioune Sow, Benjamin Suarez, Frédéric Mader, Fiona McLaughlin, qui la famille, qui étaient, je crois, sont les 4 autres de l'Université de la Floride qui ont participé avec nous aussi. La semaine dernière aussi, on a eu la chance aussi d'avoir quelques étudiants sénégalais, doctorants et en maîtrise, des étudiants de début siècle, dont un de nous aussi, Makoulou Fall, qui est ici, Joe Maifai, et d'autres qui nous ont enrichi les discussions. Donc, c'est pour dire que ce panel se situe dans le cadre d'un effort collaboratif entre le Sahel Research Group de l'Université de la Floride, le Centre d'études des religions de l'Université Gaston Berger à Saint-Louis et le WARC ici. On est très contents. Alors, le thème, bien sûr, c'est la laïcité. C'est pour ça que vous êtes venus. Je crois qu'on n'a pas à justifier trop l'intérêt de la question de la laïcité au Sénégal en ce moment. C'est souvent à la une, on a plein de discussions, des choses qui touchent à cette question de laïcité, que ce soit les foulards à l'école. Il semble que tous les quelques mois, il y a quand même un débat d'actualité. Mais bien sûr, et je suis sûr que vous êtes un peu conscients, c'est aussi un sujet d'actualité partout dans la sous-région et dans les autres pays. C'est un sujet en plus qui traverse un moment très critique dans certains pays, en particulier, et dont il y a beaucoup d'enjeux, à savoir comment ces débats autour de la laïcité vont se résoudre ou ne pas se résoudre aura un grand impact sur le futur politique, religieux, social de beaucoup de pays dans la région. Donc nous avons toujours pensé qu'une approche comparative est très utile et très importante. Et dans ce projet, donc, c'était vraiment la comparaison des 5 pays, en commençant par le Sénégal, mais avec le Niger, le Mali, le Burkina Faso et le Tchad. On n'a pas pu avoir cette fois-ci une représentation de la Mauritanie, malheureusement, bien que les questions de laïcité, c'est un peu différent dans une république islamique, mais quand même, il y en a. Mais c'est pour souligner que la Mauritanie aussi fait partie de nos intérêts en Floride. Alors, nous avons vu autour de nos discussions, à Gainesville et ici, qu'il y a un certain nombre de similarités et un certain nombre de tendances qui émergent dans tous les pays, mais aussi que dans chaque pays, il se décline d'une façon un peu différente et les enjeux sont un peu différents. Mais juste pour évoquer un certain nombre de choses avant de donner la parole à mes collègues. Donc, on parle bien sûr de tous ces 5 pays que je viens de nommer, sont tous des pays issus de la colonisation française, et dont une grande partie du début de cette idée, ce débat autour de la laïcité est évidemment la conception française, telle qu'elle apparaît dans la Constitution française et telle qu'elle a apparu dans toutes les constitutions de la sous-région à l'origine, n'est-ce pas, l'État laïque, démocratique, une république démocratique, laïque et sociale, je crois, une formule presque parallèle dans tous les pays. Ça fait bientôt 60 ans, bien sûr, de l'indépendance, mais nous avons vu qu'entre-temps, et le terme est resté d'actualité, les débats sont restés d'actualité, bien qu'il y ait eu dans tous les pays des débats qui ont poussé vers une redéfinition du terme et de ses implications dans la vie politique et dans la vie sociale. Alors, chaque contexte politique et social a encadré et influencé ce débat, et ça se décline dans des termes différents, mais il y a un certain nombre de termes transversaux. Dans beaucoup de pays, plus que les uns que dans les autres, nous avons vu qu'en fait la question de laïcité est devenue un enjeu pour la question des relations interreligieuses, notamment entre les chrétiens et les musulmans, mais parfois aussi avec les traditionalistes ou voire des autres. Donc nous voyons que très souvent, cette question de laïcité au début c'était une question d'équilibre religieux. Quel est le rapport de l'État avec ses relations avec les différentes communautés religieuses? Historiquement, dans la sous-région aussi, nous avons vu qu'il y avait quand même des débats autour de cette question, selon que les individus étaient formés dans un système francophone,
avec toute cette idée de l'école francophone comme pilier de la République laïque, l'idée de Jules Ferry, etc., une idée très française de cette laïcité, et ceux qui avaient par contre une éducation plutôt arabophone ou islamique. Et c'était quand même dû au système assez divisé partout dans la sous-région entre les enfants à l'école française ou à l'école publique, laïque, etc., et ceux qui étaient dans le système franco-arabe, arabo-islamique, d'autres systèmes. Donc nous avons vu pendant très longtemps cette question de arabophone, francophone comme une partie de la discussion. Bien sûr, ça change avec le temps, et nous avons vu petit à petit aussi dans la sous-région l'émergence, et surtout après 1979 et la révolution iranienne, de plus en plus des groupes issus de l'école française francophone, mais quand même qui se disaient des musulmans francophones, avec des mouvements un peu différents, qui se basaient plus dans d'autres interprétations de l'islam que ce qui était un peu traditionnel, soit dans les arabophones ou dans la société peut-être soufie traditionnelle, et qui ont introduit nouvelles idées sur la laïcité. Ce n'est pas par accident, je crois qu'il y a ce mouvement qui a émergé dans la sous-région, qu'on appelle le colloque international des musulmans de l'espace francophone. Je le pensais, c'est une formule un peu curieuse, parce qu'en fait, l'espace francophone, l'islam, en fait, ça n'a pas sauf, il me semble, parce que, en fait, on est dans ce contexte de l'émergence d'une série d'intellectuels francophones, musulmans, face à ces questions de laïcité. Bien sûr, pour sauter un peu, au début des années 90, nous avons eu un peu partout dans la sous-région une démocratisation. Au Mali et au Niger, avec des conférences nationales qui ont explosé, en fait, une explosion populaire, la chute des régimes autoritaires et des conférences nationales. Au Burkina et au Tchad, des tentatives dans ce sens-là. Ce n'était pas vraiment des ouvertures dans le même sens, mais on a eu quand même une libéralisation de la vie politique. Et je dirais même qu'au Sénégal, parce qu'en fait, pour mes camarades et collègues sénégalais, au Sénégal, rappelez-vous qu'à la fin des années 80, en 88 par exemple, en 89, il y a eu quand même des grèves, des tensions politiques, des événements après les élections de 88, des tensions avec la Mauritanie. Et au début des années 90, on a tout réformé le code électoral, tout le système électoral au Sénégal. Donc là aussi, nous avons eu bien sûr, le cas sénégalais est un peu différent, mais il y a quand même des similarités. Qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu une explosion de la vie associative, que ce soit des groupements, des jeunes, des étudiants, des femmes, des groupes religieux, de la presse, etc. Un peu partout dans la sous-région. Dans le cas du Mali et du Niger, je connais un petit peu, c'était très net parce qu'en 1990, il y avait une association islamique, un syndicat, une association féminine, une association, une média, une presse de l'État, et 2, 3 ou 4 ans plus tard, il y avait une centaine de chacun de ces choses-là. Donc c'était vraiment une explosion. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'en fait, peu à la surprise de tout le monde, ça fait des grands débats sur la démocratie et sur la démocratisation, mais aussi des grands débats sur la place de la religion dans cette nouvelle tendance politique, dans cette nouvelle ouverture politique. Il y a eu quand même l'émergence des groupes religieux qui ont voulu avoir leur mot à dire sur la démocratisation et comment ça se déroule. Et donc, on a eu plein de débats dans ce sens-là. Au début, on a eu un peu de choc, parfois entre les laïcs démocrates et les religieux, mais assez vite, ça s'est converti en des négociations assez intenses, parce que le groupe religieux eux-mêmes, dans le contexte intérieur à la religion, on a commencé à débattre. Et pour moi, en fait, il me semble que c'est venu dans le sphère publique avec un certain nombre des questions très type les codes de la famille, un peu partout dans la sous-région, l'éducation, des choses un peu symboliques de rapport, par exemple, le serment des juges, des présidents, est-ce qu'on fait les sermons confessionnels un jour sur un texte religieux ou pas, etc. Ce type de choses ont provoqué immédiatement toute une série de questions. Et là, je rappelle qu'au Sénégal, c'était un peu pareil aussi. Hein. C'était un peu plus tard, peut-être à la fin des années 90 et au début avec l'époque de Wade, mais on a eu aussi un débat sur le code de la famille, sur l'éducation, l'introduction de l'instruction religieuse dans les écoles de l'État, etc. Donc, nous avons vu partout un peu cette explosion. Qu'est-ce que ça fait? Il me semble, à l'intérieur du groupe religieux, on disait, voilà, on veut le code de la famille, on ne veut pas ce code-là, on veut notre code, on veut un code conforme à l'islam. Mais là, du coup, il faut se décider qu'est-ce que conforme à l'islam. Et on commence à avoir des tendances, et nous voyons par exemple les associations des femmes musulmanes qui sont tout de suite impliquées en disant, ah oui, mais c'est pas ça l'islam. Nous aussi, nous avons quand même une interprétation, c'est pas ça, etc. Donc, c'est pour dire que, je résume et je caricature un petit peu, mais je vois qu'un peu partout dans la sous-région, on a eu cette explosion de discussion interne à la religion. Évidemment, il faut aller un peu plus vite, depuis en fait
depuis cette période, il y a 20 ans, plutôt 30 ans, presque les dernières décennies, 2 décennies, est en partie lié au contexte international, le contexte religieux international, la montée de certaines tendances politiques et religieuses internationales. Nous avons vu quand même une montée en puissance et sur le sphère publique de certains groupes religieux avec une autre interprétation, notamment des groupes qu'on pourrait qualifier de salafistes. Un terme à discuter, on peut avoir différentes définitions, mais des groupes un peu salafistes, réformistes, etc., qui sont devenus de plus en plus actifs dans la sous-région, avec un peu plus de contexte. Si au début de 1990, on a eu un conflit, après une série de compromis, je crois que ces dernières années, on revient sur une plus de conflits. Évidemment, depuis quelques années, et notamment depuis 2012, et le coup d'État au Mali qui a entraîné la chute un peu du gouvernement et de l'État du Mali avec l'occupation du nord du Mali par le groupe djihadiste, la situation a encore changé et est venue se compliquer de façon assez grave. Nous avons la prolifération des groupes djihadistes au centre du Mali, de plus en plus malheureusement au Burkina, avec des implications au Niger et dans le bassin du lac Tchad avec surtout Boko Haram et tous les groupes issus de ces groupes-là évidemment. Alors, voilà, c'est juste pour évoquer toute une série de dynamiques qui ont caractérisé la sous-région et que je crois bien maintenant pour informer la façon dont ces questions de laïcité se jouent dans la sous-région. Il y a sans doute d'autres, et sans doute mes collègues vont le souligner, mais ce que je voulais en fait, c'est d'évoquer ces choses en parallèle pour dire que dans chaque contexte, comme j'ai dit tout au début, les enjeux sont un peu différents. Et il y a beaucoup de discussions explicites autour de la laïcité. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons avoir que certains pays ont fait tout récemment des forums nationaux sur la laïcité, etc. Et que partout, on est en train de négocier et parfois de se battre autour de ce terme-là. C'est ça qui nous a intéressés et c'est ça notre thème aujourd'hui. Donc, comme j'ai dit au début, on a d'autres collègues qui ont participé, mais on va vous épargner que tout le monde parle. Et donc, on a pensé, on a invité, j'ai ici avec moi sur le podium, 4 collègues venus des pays voisins. Et je présente Abdurrahman Idrissa, qui est du Niger et qui est actuellement à Leiden University aux Pays-Bas, qui était mon étudiant en Floride il y a des années. Boukali Sangaré du Mali, qui travaille avec l'International Institute for Strategic Studies du Mali, donc qui est bien impliqué dans la question de l'actualité au Mali et qui termine une thèse doctorale à Leiden justement. À ma extrême gauche, Koudbi Kaboré, le docteur Koudbi Kaboré de l'Université de Ouagadougou au Burkina Faso, historien des religions et qui connaît très bien le cas évidemment. Et puis Remadji Moumati du Tchad, qui est aussi spécialiste du Tchad évidemment, avec un doctorat, etc. Et puis bien sûr mon collègue Abdurrahman Sek de l'Université Gaston Berger du Centre d'études des religions. Et ce que nous proposons, c'est que je vais donner la parole à chacun des collègues venus des pays voisins qui vont parler dans une quinzaine de minutes maximum pour nous éliciter les choses essentielles sur la question de comment la laïcité se joue dans chacun de leurs pays. Et puis Abdou Sek va réagir pour essayer de lier ça un peu au débat sénégalais et voir comment, en fait, quelles sont les implications, comment ça se dit au contexte sénégalais, pour qu'on puisse par la suite vous écouter vos questions, vos commentaires et vos réponses et vos réactions. Donc, merci encore beaucoup d'être venus. Et sans trop tarder, je vais tout de suite alors donner la parole au premier. L'ordre qu'on va faire, c'est dans l'ordre que je les ai présentés, à Niger, Mali, et puis Burkina et Tchad. Donc, Raman, tu as la parole. Merci. Merci Léo. Bonsoir tout le monde et merci d'être venu. Avant de présenter ma communication, peut-être je voudrais aussi ajouter le fait qu'on a commencé ce projet-là en mai à Gainesville. On a fait une première rencontre, un premier atelier à Gainesville, à l'Université de Floride en mai. Et c'est en mai, n'est-ce pas? Ouais. Et là, on a une deuxième rencontre, en fait, pour un peu préciser nos idées. Et donc, nous avons beaucoup travaillé la semaine passée. Et donc, nous allons continuer à travailler sur cette question-là, peut-être sortir un numéro spécial, une revue scientifique et même peut-être un livre autour de ces questions-là. J'ai dit ça parce que ce que je présente sort un peu de là, de ces discussions qu'on a eues.
Alors, et ce que je vais présenter, pour ne pas prendre trop de temps, c'est je l'ai intitulé une brève histoire de la laïcité au Niger. Donc, je vais vous donner en fait une idée de la trajectoire de la laïcité au Niger de manière un peu historique, en touchant juste quelques aspects sans entrer trop dans les détails. On laisserai les détails pour les discussions. Voilà. Et ça, c'est vraiment dans l'intérêt de respecter le temps qui m'est imparti. Alors, au Niger, comme dans certains autres pays qu'on appelle aujourd'hui le Sahel, le concept de laïcité est en fait apparu assez tardivement, en gros avec les textes constitutionnels adoptés à la fin des années 50 et qui visaient à fonder un État indépendant sur la base des principes républicains qui étaient chers aux Français et aux francophones à l'époque et qui comprenaient donc cette idée de laïcité. Et en théorie, cela pouvait être problématique puisque à la même époque, l'islam commençait véritablement à devenir la religion hégémonique des Nigériens. Mais à cette époque, dans les années 60, donc, la laïcité était un projet d'État qui se faisait surtout sentir dans quelques domaines réservés. Il y avait d'abord l'éducation, dans la mesure où l'instruction confessionnelle était exclue des écoles publiques. L'État soutenait aussi des formes d'évolution sociale qui pouvaient être assimilées à la laïcité, par exemple la promotion des femmes, avec notamment l'Union des femmes du Niger, UFN, je reviendrai un peu sur ça tout à l'heure. Par ailleurs, l'État permettait à tous les groupes religieux de s'établir au Niger, non seulement les chrétiens, catholiques comme protestants, mais aussi des groupes comme les Bahaïs qui venaient d'Iran et qui se sont installés au Niger à cette époque-là et qui sont bien implantés au Niger. Et il appliquait des principes d'équité de traitement à cet égard. En même temps, l'État était dirigé surtout par des musulmans, bien qu'il y avait quelques chrétiens et que certains dirigeants, comme Boukourama, qui était le président de l'Assemblée nationale du Niger durant toute cette période, soit né dans une famille animiste. Il s'est converti à l'islam quand il avait plus de 40 ans. Et comme je l'ai indiqué, au cours des années 60, l'islam était devenu la norme culturelle prédominante du Niger indépendant. De ce fait, les dirigeants ont sponsorisé la fondation d'une structure nationale, l'Association culturelle islamique du Niger, ASSIN, qui incluait les grandes notabilités islamiques du pays et tous les imams ratib et les imams du vendredi des mosquées centrales dans chaque localité, ce qui était en fait une manière pour l'État, ou en tout cas le régime, d'avoir une présence dans le champ religieux islamique et d'avoir un degré de contrôle dans ce champ-là. Cette ASSIN était liée d'ailleurs au parti au pouvoir, le PPNRDA, et n'était pas considéré comme un organe de l'État. Mais bon, en réalité, au vu des synergies qui existaient entre le PPNRDA et l'appareil d'État, on peut dire que la CIN était en quelque sorte un organe de l'État. Mais en tout cas, par ce tour de passe-passe, la réputation de laïcité de l'État était préservée. En 1974, le PPNRDA a été renversé par les militaires, mais les structures qu'il avait mises en place ne l'ont pas été. En fait, on peut même dire qu'elles ont été renforcées et plus fermement rattachées à l'État, puisqu'il n'y avait plus de parti unique. L'UFN est devenue Association des femmes du Niger, ou AFN, et l'ASSIN est devenue Association islamique du Niger, ou AIN. Mais la grande évolution n'est pas que terminologique. La grande évolution apportée par les militaires, c'est que les leaderships de l'AFN et de l'AIN étaient plus instruits, plus intellectuels d'une certaine façon que celui de l'UFN et de l'ASSIN, ce qui est d'ailleurs en bonne part un résultat des politiques en fait, du PPNRDA. En effet, ce dernier avait favorisé la scolarisation des filles et trouvé aussi des bourses d'études aux élèves des écoles médersa dans les pays arabes et même en fait en Europe. Mais du coup, cela a mené à des tensions, car dans l'optique de la promotion des femmes, l'AFN voulait un code de la famille de style républicain, donc tablant sur la laïcité, tandis que les leaders de l'AIN étaient des musulmans réformistes qui considéraient que l'islam nigérien était inculte et devait être réformé sur la base d'une meilleure compréhension de la religion, ce qui renforçait quelque part des attitudes plutôt anti-laïcistes. Cela s'est en particulier révélé dans l'opposition de l'AIN au projet de code de la famille proposé par l'AFN, et le gouvernement du Niger n'a jamais pu trancher la question. Il y a un excellent article de Léo sur cette question-là. C'est un article que j'ai traduit en français à l'époque, c'était ma première traduction, et j'ai continué à le faire depuis. Et donc en partie il en était ainsi parce que le régime militaire prenait beaucoup appui pour sa légitimité sur des autorités qu'on pourrait qualifier de non républicaines, à savoir les chefs coutumiers et les élites religieuses traditionnelles. En plus, il s'agissait d'un régime d'exception
qui ne reposait pas sur une constitution. À cette époque, c'est-à-dire les années 1974-89, les Nigériens instruits par habitus républicain considéraient depuis longtemps que leur pays était laïque. Mais bon, évidemment, la majorité de la population n'était pas vraiment au courant de cette donnée et le mot même de laïque leur était inconnu. Néanmoins, comme ils étaient plus représentés dans l'appareil d'État, ces Nigériens instruits, ils ont tout de même frustré les désirs des dignitaires de l'AIN qui auraient voulu que l'État s'implique davantage dans la promotion de l'islam. Les choses ont véritablement commencé à évoluer au début des années 80, avec l'apparition d'un mouvement de salafisme populaire originaire du Nigeria, le mouvement Izala, et puis l'impression faite sur certains milieux intellectuels par la révolution islamique d'Iran, tu as évoqué ça tout à l'heure. Ces deux dynamiques ont été combattues par l'État autoritaire des années 80, notamment avec l'aide de l'AIN, dont les chefs étaient certes réformistes, mais de façon qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de modérée. Mais à partir de 1991, le Niger a adopté un régime, disons, de démocratisation, plus que de démocratie, franchement. Et cela a eu deux grands effets immédiats. Un, l'État a lâché l'AIN, qui était un instrument de contrôle du champ religieux islamique, ce que les dirigeants démocratistes n'avaient pas compris initialement. Et deux, ce champ religieux a été libéralisé, ce qui a permis effectivement la prolifération de nouvelles associations dont tu parlais tout à l'heure, dont certaines représentaient ces dynamiques de salafisme populaire et de révolution islamique, entre guillemets, que les dirigeants des années 80 avaient voulu contenir et discipliner. Alors, dans cette nouvelle ambiance, le concept de laïcité est devenu très important, effectivement. D'abord, c'est au nom de la laïcité que les dirigeants démocratistes ont lâché l'AIN. Leur projet général, qu'ils qualifiaient d'ailleurs de nouvelle indépendance, était de revenir aux fondamentaux de 1960, de refonder une république dotée d'une constitution qui promouvrait les principes d'égalité civile entre individus, communautés ethniques, hommes et femmes, et bien sûr les religions. Et dans ce dernier cas de figure, cela s'exprimait par ce concept de laïcité. Or, les nouveaux groupes dont j'ai parlé plus haut, les nouveaux groupes religieux, avaient, eux, un projet qui était l'antithèse de ce programme républicain. Les salafistes Izala entendaient islamiser la société, c'était un terme qu'ils utilisaient, c'est-à-dire la rendre pratiquante, dévote et respectueuse de la charia telle qu'ils la concevaient. Et leurs compagnons de route plus intellectuels voulaient l'instauration d'une république islamique. Pour ces deux groupes, la laïcité était la barrière qui s'opposait à leur projet social et politique. Les Izala se servaient pour désigner la laïcité du terme Hausa beaucoup, parce qu'ils n'étaient généralement pas francophones, et ceux qu'on s'est mis à appeler plus tard les islamistes ou les intégristes ont visé directement la laïcité elle-même. Et l'objectif premier de ces islamistes était de déconstitutionnaliser la laïcité dans un premier temps, puis avec le travail de sape conduit au niveau social et populaire par les Izala, de créer assez de pression sur la classe politique pour qu'elle accepte l'évolution vers une république islamique, sinon même carrément à travers une sorte de révolution islamique. Le résultat de tout ceci est assez complexe. Le projet d'islamisation de la société conduit à travers la fondation proliférante d'écoles médersa semi-confessionnelles et la prédication tout azimut, toutes sortes de formats et à travers toutes sortes de médias, a effectivement abouti à renforcer la norme islamique au Niger. C'est que c'est notamment traduit par la défaite du projet de féminisme républicain, par exemple, cette histoire de projet de code de la famille. Aussi, ce projet d'islamisation de la société a quand même eu l'effet pervers, en tout cas dans le cas du Niger, d'importer dans ce pays la christianophobie Izala du Nigeria, en particulier dans les grandes villes Hausa de Maradi et Zender, qui sont à la frontière du Nigeria. Cela a parfois mené à des incidents vraiment malheureux. Mais la déconstitutionnalisation de la laïcité n'a pas vraiment abouti. Même si le mot n'est plus utilisé dans les textes constitutionnels au Niger, le principe est toujours réaffirmé. Il a d'ailleurs été encore plus explicitement dans la dernière constitution, celle de 2010. Par ailleurs, l'État a repris un peu la main en ravivant ses liens avec l'AIN et en développant une politique de noyautage des associations indépendantes. Cela a plus ou moins réussi, puisque ces dernières sont devenues aujourd'hui des organisations plutôt confidentielles, dont l'action passe surtout par le lobbying, car ils ont des membres au niveau des partis politiques notamment, et ils ont des membres qui sont des députés à l'Assemblée nationale.
En fait, je pense que le problème pour les anti-laïcistes au Niger, c'est que les masses musulmanes là-bas ne sont pas directement préoccupées par la laïcité, mais plus par certaines questions sociétales, surtout celles touchant au mariage et à la famille. Sur ces questions, il est possible de mobiliser en affirmant que la laïcité est responsable d'initiatives visant, par exemple, à interdire le mariage ou à promouvoir le mariage homosexuel. Ce sont là deux rumeurs qui ont agité les masses à Maradi il y a quelques semaines. On a eu une discussion WhatsApp autour de ça. Parce qu'une ONG avait organisé un forum sur le mariage précoce, c'est ça qui a mené à l'idée de l'interdiction du mariage, et le gouvernement avait adopté une loi visant à réglementer l'exercice du culte. Comme la laïcité n'est pas une réalité tangible pour la plupart des Nigériens, ils n'en ressentent pas vraiment la menace, ce qui prive les groupes qui veulent s'en débarrasser parce qu'elles gênent leur projet politique des niveaux de mobilisation dont ils ont besoin pour avoir l'impact désiré dans l'espace public. Du coup, comme les dirigeants nigériens d'esprit, entre guillemets, républicains, ont prudemment mis entre parenthèses leurs ambitions de réformes sociétales progressistes, leurs opposants salafistes ne disposent plus des armes de crise dont ils ont besoin pour s'en prendre à la laïcité. Ils sont en désespoir de cause, ils inventent parfois des causes de panique, comme cette rumeur de mariage homosexuel. Alors aujourd'hui, dans sa dimension de neutralité et d'équité de l'État dans le champ religieux, l'application de la laïcité au Niger offre des données assez contrastées. La plupart des espaces institutionnels publics, genre ministère ou école non confessionnelle, ont à présent une mosquée, par exemple, mais je n'ai jamais constaté l'existence d'une chapelle, bien que cela ait été demandé sur le campus de l'université de Niamey par les étudiants chrétiens. Les chrétiens ne disposent pas non plus d'un accès équitable aux médias audiovisuels et publics. D'un autre côté, alors que l'islam sunnite est largement majoritaire au Niger, c'est au nom de la laïcité que le gouvernement autorise l'activité de courants islamiques que les sunnites considèrent comme étant hérétiques, en particulier le chiisme et Ahmadiyya. Ce qui déplaît profondément même à l'establishment religieux proche du pouvoir, mais sans qu'il puisse y faire obstacle. Et sur le plan de l'éducation, il y a une plus grande dose de confessionnels musulmans dans l'éducation scolaire nigérienne aujourd'hui, mais toujours en négociation serrée avec l'État qui veut maintenir le primat du non-confessionnel et qui réussit en tout cas au niveau de l'école publique. Pour conclure, je voudrais évoquer le fait que les événements actuels, avec les attaques des djihadistes salafistes contre les forces de l'État du Niger, ont affaibli l'emprise du salafisme politique au niveau de l'appareil d'État et dans la classe politiquement influente des francophones. Je pense que ce que tu as vu au collège de Niamey, là, ce refus de faire la Fatiha, c'est une manifestation de ça. J'ai aussi l'impression que cela a renforcé la position des soufis, qui sont beaucoup moins organisés au Niger qu'au Sénégal, vis-à-vis des salafistes dans les milieux plus populaires. Par voie de cause à effet, cela relaxe un peu les conditions d'application de la laïcité dont les principaux opposants organisés, et là j'insiste sur organisés, sont véritablement les salafistes. Mais évidemment, pour comprendre exactement comment tout ceci évolue, il faudrait plus de recherche sur le terrain. Et une des choses que je n'ai pas dit, c'est que ça, ce n'est pas le résultat d'une recherche. Normalement, c'est maintenant qu'on doit commencer la recherche, mais comme on m'a demandé de donner un aperçu de la laïcité au Niger, donc j'ai composé ceci. Merci. Merci Damano, tu n'as pas fait une recherche précise pour cela, mais ça fait des années que tu fais beaucoup de recherches sur ces dynamiques au Niger et ça se voit dans ton papier. Merci d'avoir aussi respecté parfaitement le temps. Merci beaucoup. Sans trop tarder, je donne la parole à Boukari Sangaré du Mali. Merci Léo, merci chers invités. Alors, ma présentation porte sur la problématique de la laïcité au Mali et les débats qui se font sur les réseaux sociaux et actuellement aussi en lien avec la crise sécuritaire que le Mali connaît. Donc, j'ai intitulé ma présentation ainsi, la laïcité au Mali, des principes de fondement de la République à la garantie de la diversité sociale et du culte. Alors, il est important de noter que le Mali, la population malienne fait 18 millions d'habitants. Et sur les 18 millions d'habitants, vous avez 95% de musulmans. Les 5 autres pourcents sont constitués de chrétiens et d'animistes. Alors, le principe de la laïcité est garanti par la Constitution du 25 février 1992. Aussi, il existe une relative
coexistence pacifique entre la majorité musulmane et les minorités religieuses et de croyances. Je dis ça parce que le Mali a quand même connu, avant l'indépendance, le Mali a connu des empires théocratiques, dans l'empire du Massina et aussi le royaume Fouta, donc dirigé à l'époque par El Hadji Tal. Et donc, c'est pourquoi il est important quand même de mettre l'accent aussi sur cette relative coexistence pacifique qui existe depuis l'indépendance du Mali. Alors, la première république, à la différence de celles qui suivront, la deuxième et la troisième, malgré toutes les péripéties, a tenu quand même à respecter les principes de séparation dans l'État, la société religieuse, comme l'exige le principe de la laïcité dans la République. C'est sous la deuxième République, sous le président Moussa Traoré, donc, qui a dirigé le Mali entre 1968 au 26 mars 1991, qu'on assistera quand même à un rapprochement entre les religieux et les politiques, parce que tout simplement le président Moussa Traoré avait perdu sa légitimité vers les années 91 et il avait besoin de redorer son image, donc il a favorisé la création d'une association musulmane qu'on appelle l'Association malienne pour l'unité et le progrès de l'islam au Mali. Et cette association était très proche, les leaders de cette association étaient très proches du président Moussa Traoré. Et donc, avait aussi reçu certaines exigences, avait imposé, négocié, en tout cas, certaines conditions auprès du président, comme par exemple la fermeture des bars pendant les mois de Ramadan, la fermeture aussi d'autres lieux de loisirs comme les bois de nuit, aussi d'autres lieux de loisirs. Et aussi, ils ont pu quand même négocier aussi même la retransmission en direct de certaines prières à la mosquée, à la grande mosquée de Bamako. Et donc, sous l'ère démocratique, on assiste aussi à la création, à la prolifération d'associations religieuses, comme aussi d'autres types d'associations. Et la création de ces associations donc, a été perçue comme une sorte de menace par les dirigeants de l'ère démocratique. Donc, il fallait trouver les moyens de pouvoir coordonner les actions de ces associations. Et donc, on assistera à la fin de la gouvernance du président Alpha Oumar Konaré à la création du Haut Conseil islamique du Mali. Et ce Haut Conseil islamique du Mali, créé en 2002, avait pour objectifs généraux d'œuvrer pour la sauvegarde des valeurs et principes de l'islam en vue de sa consolidation et de son épanouissement, et aussi de coordonner, comme je l'ai dit, les activités au sein de la communauté musulmane et servir d'interface entre les pouvoirs publics et contribuer aussi au développement économique, social et culturel. Alors, partant du principe que la notion de laïcité s'inscrit toujours dans des arrangements institutionnels, des relations politiques, des histoires sociales et des circonstances particulières qui impliquent une acceptation minimale de l'idée de pluralité dans ses usages, voire l'existence de plusieurs formes de laïcité, il y a une collision entre politique et religion depuis plusieurs décennies au Mali. Alors, je donne 5 exemples ou 5 événements, je cite 5 événements majeurs pour corroborer cette argumentation que je viens d'évoquer. Le premier exemple, c'est ce soutien de l'association qu'on appelle Sabati 2002 à la candidature du président Ibrahim Boubacar Keïta pendant les élections présidentielles de 2002 ou aussi pendant les élections de 2013. Donc pour la première fois, on assiste quand même à cet appel public d'une association religieuse qui demande à soutenir un candidat qu'on perçoit comme le candidat de musulmans parce qu'il avait un discours qui était proche en tout cas des objectifs que ces associations religieuses avaient. Alors les chefs religieux
étaient prêts à appeler les militaires. Donc, quand ils ont appelé à voter pour le président Ibrahim Boubacar Keïta, comme vous le savez, en 2002, il n'a pas gagné les élections. Et à l'époque, les leaders religieux étaient prêts vraiment à appeler leurs militants à sortir dans la rue pour proclamer la victoire du président Ibeka dans la rue. Donc, il a fallu que ce dernier, Ibrahim Boubacar Keïta, appelle à l'apaisement et finalement pour éviter un conflit post-électoral. Donc, depuis l'époque, les débats sur la question de la laïcité étaient vraiment posés au Mali et on sentait qu'il y avait une certaine menace de ces associations religieuses-là. Donc le deuxième exemple que j'évoque, c'est la révision du Code de la famille en août, qui a fait beaucoup de tollé, que vous savez, en août 2009. Et cette révision du Code de la famille avait été exigée à l'époque par la communauté internationale, l'Union européenne, parce que le Mali était perçu, vu comme un modèle démocratique à l'époque. Donc il fallait réviser cette constitution qui datait de 1962. Et donc, désolé, pas la constitution, mais le code des personnes et de la famille. Et ce code a été révisé à l'Assemblée et il est même passé à l'inaperçu. Donc c'est après que certains leaders se sont rendus compte qu'il a été voté. Et donc on demandait, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a des thématiques qui ont été évoquées dans le code, comme par exemple l'âge de mariage qui était de 18 ans et maintenant a été modifié à 16 ans. Et aussi la question de l'héritage. Donc ils ont appelé, ils ont fait une mobilisation, une grande mobilisation donc pour appeler à réviser ce code des personnes et de la famille. Et donc le code a été renvoyé pour seconde lecture sous la pression des leaders religieux parce que cette mobilisation était unique à l'époque puisqu'ils ont pu remplir le stade du 26 mars avec plus de 50 000 manifestants au niveau du stade. Donc ça fait un tollé et donc ça a aussi retenu l'attention en tout cas du monde entier à l'époque. Et le troisième exemple que je donne, c'est aussi l'opposition des mêmes leaders religieux au président Ibrahim Boubacar Keïta. Donc on voit qu'avec les élections de 2018, puisque Ibrahim Boubacar Keïta, quand il a été élu en 2013, donc, ces leaders religieux pensaient quand même qu'il allait être à leur disposition. Donc, ils ont constaté une certaine mauvaise gouvernance parce que le pays a connu cette crise de 2012. Il y a eu un accord qui a été signé. Et à la suite de ça aussi, on a vu quand même que la crise a gagné le centre du Mali. Et aussi avec ses conséquences, ses affrontements intercommunautaires et aussi même le sud du Mali était menacé. Et donc finalement, ces leaders religieux ont décidé en tout cas de ne pas soutenir le président Ibrahim Boubacar Keïta parce qu'ils pensent qu'il a échoué. Et donc ils appellent à soutenir les candidats de l'opposition, les chefs de file de l'opposition et un autre candidat. Et donc il y a eu quand même une certaine opposition farouche, un conflit ouvert entre ces leaders religieux ou ces grandes figures religieuses et le candidat Ibrahim Boubacar Keïta. Et donc finalement, le candidat Ibrahim Boubacar Keïta gagne les élections de 2012 et donc ces leaders religieux voient sa victoire comme une sorte d'affront, une sorte d'humiliation pour eux. Donc il s'arrange du côté des opposants, donc en commençant toutes les manifestations, parce que l'opposition aussi appelait à sortir dans la rue, à contester les résultats. Donc on voyait toujours ces figures religieuses, l'ancien président du Haut Conseil islamique, Mahmoud Dicko, et aussi des représentants du shérif de Niro, Bouye, donc ces fils qui assistaient aux marches de l'opposition et protestaient contre la majorité présidentielle, contre le président de la République. Et aussi un autre, ça c'est le troisième. Maintenant le quatrième exemple que je voulais partager, c'est celui sur la protestation contre les manuels sur l'éducation sexuelle. Donc après les élections de 2018, on assiste aussi à ces débats-là, parce que la coopération néerlandaise appuie
l'éducation sexuelle au niveau du Mali, donc a un partenariat avec le ministère de l'Éducation et voulait faciliter l'élaboration d'un manuel d'éducation sexuelle. Donc ce manuel a été finalement découvert aussi par les leaders religieux qui se rendent compte que ces manuels s'opposent aux valeurs sociétales maliennes. Et donc, l'ancien président du Haut Conseil islamique, Mahmoud Dicko, et aussi d'autres leaders s'opposent à ces manuels. Donc, il y a des mobilisations fortes qui ont été organisées, dont la marche du 10 février au stade du 26 mars et aussi la fameuse marche du 5 avril 2019. Donc, c'était vraiment des grandes marches. Et finalement, donc, ils demandent même la démission du Premier ministre Soumeilou Bouboué-Maïga qui dirigeait le gouvernement à l'époque. Et donc le dernier exemple que je donne, c'est ce débat auquel on assiste sur la négociation avec les groupes islamistes au nord et au centre, comme ça a été évoqué par Léo. Et je crois que ce débat refait surface parce qu'il a été évoqué récemment par un rapport d'International Crisis Group. Et donc, moi, je considère que ce n'est pas un débat nouveau parce que pendant la conférence d'entente nationale tenue du 28 mars au 1er avril à Bamako, il avait été recommandé par les participants à la conférence d'entente nationale de négocier avec le groupe islamistes, en l'occurrence avec Iyad Agali et Hamadou Koufa. Iyad Agali qui est le président d'Ansardine et Hamadou Koufa qui est le chef d'Ansardine et Hamadou Koufa qui est le chef de la Katiba Massina, qui sont tous dans la coalition GESIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Et donc ces derniers temps, avec l'apparition des rapports d'International Crisis Group, on assiste quand même à ce débat-là où il y a une grande majorité des Maliens qui sont favorables à la négociation avec ces groupes parce qu'ils considèrent qu'on a négocié, on a pu avoir un accord avec les groupes rebelles du Nord et que jusqu'à présent Kidal se trouve en tout cas sous le contrôle des rebelles du Nord et que bon, pourquoi ne pas négocier avec ces islamistes-là. Maintenant, ce débat-là, il y a quand même des conditionnalités qui sont imposées par certains débatteurs, comme par exemple les principes de la laïcité. Si on acceptait par exemple de négocier avec les groupes islamistes, est-ce que le Mali mettrait en cause le principe de la laïcité? Donc c'est ça un peu la problématique qui est posée par rapport à cela. Et d'ailleurs, hier, il y a l'ancien président du Haut Conseil islamique qui a présidé une rencontre de jeunes leaders musulmans au palais Amadou Ampateba, et il disait clairement que ces islamistes qui veulent appliquer la charia, et à leur arrivée, ils ont trouvé que chaque village malien a une mosquée, chaque village malien a une médersa, une dara, une école coranique. Donc s'ils veulent imposer la charia, lui il ne trouve pas qu'il y ait des problèmes. Il faudrait qu'ils puissent négocier et dialoguer avec eux, rentrer en dialogue avec ces gens-là. Et donc il considère quand même qu'à un moment donné, parce que lui il avait été commis par le premier ministre Maïga, avant l'arrivée de Soumeilou Bouboué-Maïga, comme président de la mission des bons offices. Et il avait commencé les dialogues avec Iyad Agali et aussi avec Hamadou Koufa. Mais à l'arrivée, il y a eu une pression internationale, la communauté internationale, la France en l'occurrence, et aussi à l'arrivée du premier ministre Soumeilou Bouboué-Maïga, on a mis fin à cette mission-là. Et donc il est favorable vraiment à la négociation. Et il y a une grande majorité aussi des Maliens qui sont favorables à la négociation, mais comme je l'ai dit, il y a quand même des prérequis qui sont acquis, comme la question de la laïcité du Mali, donc qui ne doivent pas être négociés selon la majorité des Maliens. Donc en conclusion, on constate quand même qu'il y a une influence des leaders religieux sur les politiques, et il y a aussi le risque de perdre la laïcité en dépit de sa reconnaissance par la constitution malienne. Donc le dialogue politique, il y a un dialogue politique qui va se tenir bientôt. Il y a eu 3 personnalités maliennes qui ont été choisies par le président de la République pour conduire ce dialogue-là. Et donc il doit
discuter des questions de réforme, de la sortie de la crise, mais en même temps aussi des principes comme celui de la laïcité au Mali. Je vous remercie. Merci beaucoup, Boukari, pour cette exposé sur le contexte très très important de la région du Mali. Nous passons maintenant tout de suite la parole à mon collègue Koulbi Kaboré du Burkina pour nous parler du cas burkinabé. Merci, Koulbi. Je te passe. Alors, mon intervention va porter sur deux problématiques de la laïcité au Burkina. Il s'agit d'un sujet qui est le premier sujet assez connu, c'est la gestion du pluralisme religieux par l'État. Le second est un peu nouveau et c'est invité dans les débats lors du Forum national sur la laïcité. Il s'agit de la question de la laïcité en rapport avec les pratiques coutumières au Burkina. Donc, ce qui m'a amené à formuler mon exposé. Le thème, c'est la laïcité en renégociation, acteurs et enjeux du Forum national sur la laïcité au Burkina Faso. Donc, j'aimerais le faire en trois tableaux. Le premier tableau, c'est de présenter un peu le Burkina Faso dans sa trajectoire politique et religieuse. Et puis, dans le deuxième tableau, parler un peu des échanges lors du Forum national sur la laïcité. Et puis, enfin, critiquer un peu ce que j'ai appelé les limites d'un nouveau pacte de la laïcité au Burkina. Alors, il faut dire rapidement que la haute volta post-coloniale, c'est l'ancien nom du Burkina Faso, a une trajectoire politique assez différente de pays comme le Sénégal, qui a une tradition démocratique. Le Burkina a une culture politique marquée par la domination des militaires, et les militaires sont restés actifs dans la vie du pays, même dans les régimes dits constitutionnels, et c'est pourquoi il y a certains spécialistes qui ont dû parler de qualifier le régime de Blaise Compaoré de régime semi-autoritaire, parce qu'ils trouvaient que ce n'était pas de la démocratie. Donc je souligne ça pour dire que ça a un impact, ça permet de comprendre un peu les tâtonnements qu'il y a eu sur la question de la laïcité. Et du point de vue de la composition religieuse, le Burkina se distingue aussi de ses voisins comme le Mali et le Niger, bon, ici aussi le Sénégal, où vous avez une majorité écrasante de musulmans, très influente aussi sur le plan politique. Au Burkina, vous avez une majorité de musulmans, mais peu influente politiquement, et contrairement aux minorités chrétiennes et puis les partisans des cultes traditionnels qui ont un poids assez énorme dans la vie politique du pays. Et alors, le dernier recensement qui date de 2006 donne un pourcentage de musulmans de 60,5% et l'ensemble des chrétiens catholiques et protestants confondus 23% et les partisans donc des cultes traditionnels 15%. Bon, ce n'est pas à négliger, même si on pense qu'ils sont majoritaires parce que même ceux qui se disent chrétiens et musulmans ont un fond traditionnel aussi. Et un autre parallèle avec ses voisins d'Afrique de l'Ouest, le Burkina aussi a inscrit la laïcité comme un principe fondamental de la régulation des rapports entre l'État et les forces religieuses. Je préfère employer le terme force religieuse pour inclure la chefferie traditionnelle et coutumière qui se revendique comme telle que de confession religieuse. Et la constitution de la première république proclamée en 1959 disait que la Haute-Volta est une république laïque. Bon, cette disposition n'a pas été abrogée, au contraire, elle a été, comment je vais appeler ça, il y a eu d'autres dispositions qui sont venues un peu introduire le principe de neutralité et d'égalité du traitement des confessions religieuses. Bon, donc, les différents régimes qui sont succédés n'ont pas jugé nécessaire d'abroger, ils n'ont fait que corriger et d'ailleurs clarifier donc, les choses. Et ce qui n'était pas assez clair devient clair à partir de la Constitution de 1991, qui est celle qui est en vigueur aujourd'hui, qui dit que le Burkina Faso est une république démocratique, unitaire et laïque. Elle reconnaît la chefferie coutumière et traditionnelle et proclame aussi la liberté de croyance, de non-croyance et la pratique libre de la coutume. Ces dispositifs n'existaient pas dans les anciennes formulations. Et il faut dire que de 1960 à 1980, il n'y a pas eu de débat sur la laïcité. Disons que la question n'a pas été urgente.
certes, il y a eu des conflits, mais qui sont restés à un stade assez latent. Et les groupes religieux se sont seulement contentés de formuler des critiques et des doléances à l'État sur sa gestion donc, du pluralisme religieux. Et la question de la laïcité devient visible au début des années 1990, où c'est la période de liberté, où les élites musulmanes s'estiment lésées de la domination chrétienne. On vient de le présenter. Les chrétiens sont assez minoritaires, 23%, et à l'époque d'ailleurs, aux indépendances, ils ne valaient pas ça. Mais assez dominant dans l'appareil d'État, tout simplement parce que c'est les musulmans qui ont lié la colonisation, le christianisme à la colonisation, qui ont refusé d'envoyer leurs enfants à l'école, ce qui fait qu'à partir des indépendances, l'administration publique s'est retrouvée avec des chrétiens et l'école catholique qui a formé des cadres ont été les premiers à diriger le pays. Et il y a eu plus de présidents, je dirais, chrétiens, parce que si vous demandez le point de vue de l'Église catholique, ils diront ils sont chrétiens, mais qu'est-ce qu'ils ont apporté à l'Église? C'est le débat que l'Église pose aujourd'hui. Donc, c'est bien de dire qu'ils sont chrétiens, mais qu'est-ce qu'ils ont apporté à l'Église? Bon, donc, si on raisonne dans ce terme-là qu'ils sont chrétiens, il y a eu un seul président qui a été musulman, c'est la Mizana. Donc, les musulmans, sur cette base-là, se disent qu'ils sont frustrés et que la domination chrétienne s'explique par le fait que, comme les élites sont chrétiennes, bien évidemment, l'Église catholique, les chrétiens ont été les mieux traités. Donc, ils vont, à partir des années 1990, poser des revendications vis-à-vis de l'État, des doléances, pour demander un meilleur traitement, un traitement équitable donc, des confessions religieuses. Alors, il faut dire que la lutte qu'ils ont enclenchée s'est poursuivie. Ils ont mobilisé beaucoup d'associations. Au départ, c'était les associations dites francophones, l'AMB et puis le CRFI. Ensuite, c'est la communauté musulmane elle-même qui prend la relève, qui, à partir donc des années 2010, je crois, le débat devient de plus en plus intense et les musulmans, à partir donc de 2011, je précise que le Burkina Faso a connu une crise sociopolitique quand même assez exceptionnelle et le président a convoqué un dialogue politique pour discuter donc des problèmes et des solutions à trouver face à la crise. Et ce dialogue politique, c'est le cadre de concertation pour les réformes politiques. Et à partir donc lors de ce CCRP, la Fédération des associations islamiques du Burkina, mandatée par la communauté musulmane, a exprimé ses fortes doléances sur la laïcité, ce qui a finalement conduit le gouvernement à organiser le forum en 2012. Alors, le forum s'est tenu en 3 jours, du 27 au 29 septembre 2012, sous le thème « Le concept de la laïcité, philosophie, fondement et analyse des pratiques au Burkina Faso ». Donc, il avait pour but de permettre à l'ensemble du corps social, donc les différents acteurs, l'État, les groupes confessionnels, les religieux, les coutumiers, les partis politiques, les représentants de la société civile, donc 5 composantes, de réfléchir sur une compréhension partagée du concept et de renforcer la pratique de la laïcité. Ça, je prends un peu les termes de Jérôme Bourma, ministre de l'administration territoriale. Alors, au-delà de l'objectif commun, chaque acteur avait des motivations particulières. Et pour l'État, qui a évoqué un peu la situation interne et la situation au Nord Mali, parce qu'on était en 2012 avec la situation malienne qui avait commencé, et a formulé ses attentes en termes de décisions qui renforcent son partenariat avec les forces religieuses dans une conjoncture où les forces religieuses apparaissent comme des instruments importants de régulation sociale. Donc l'État avoue ici son impuissance face à la crise et pense que le dialogue avec les forces religieuses peut lui permettre d'aller donc de l'avant. Et les communautés musulmanes ont plaidé, du moins ils ont plaidé pour une meilleure représentation de l'islam dans l'administration publique et dans les instances de l'État. Quand je dis les instances de l'État, ce sont les instances délibératives dans lesquelles les formes religieuses sont admises. Parce que la laïcité ne permet pas que la création des partis politiques sous obédience religieuse ou confessionnelle. Non, non. Mais il y a des instances dans lesquelles les groupes religieux sont admis et il s'agit donc du Conseil économique et social, il s'agit de la CENI plus autres instances de circonstances qui apparaissent en fonction donc des situations. Et avant la tenue du forum, les chrétiens, par exemple catholiques et protestants réunis, dans ces instances-là, par exemple, lors du CCRP, les chrétiens étaient représentés avec 6
personnes et l'ensemble de la communauté musulmane réunie était représenté avec 6 personnes. Les musulmans, 3. Les musulmans pensent que ça ne reflète pas la composition des forces religieuses et que cela doit être corrigé. Et je donne cet exemple pour dire que ça a toujours été comme ça et vous comprenez la frustration donc de ces gens-là. Et ils vont revendiquer une représentation à la proportionnelle avec les communautés catholiques et protestantes prises individuellement. Parce qu'ils disent que si on doit rentrer pour éclater l'islam, ils peuvent avoir une trentaine donc, de représentants contre 6 pour les communautés protestantes, catholiques et protestantes réunies. Donc, avant le forum, un des représentants de la Fédération islamique, des associations islamiques a décliné les attentes des musulmans en ces termes. La communauté musulmane est venue au forum pour exprimer sa frustration. Ceux qui ne sont pas frustrés sont ceux qui dominent. Alors, ils ne perdent pas si les choses restent en l'état. Mais nous voulons que ça change. Donc, ça, c'est des échanges informels au cours duquel il a dit ça, pour dire que notre objectif dans ce forum-là, c'est qu'on change les choses. On ne peut pas continuer donc, de subir la domination des chrétiens. Bon, donc, ils refusent de parler de domination de l'État, mais des chrétiens. Et au cours des débats, ils ont présenté plusieurs griefs sur le non-respect de la laïcité par l'État et défendu une laïcité positive qui tient compte, selon eux, de l'évolution du paysage religieux et des rapports de force démographiques. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent laïcité positive? Je crois que c'est un concept qu'ils ont piqué ailleurs, mais qu'ils essaient de ramener à leur propre compréhension. Ils disent une laïcité positive est celle qui tient compte de l'équité dans la représentativité des confessions religieuses. Si dans la démocratie, toute majorité ne peut pas faire la loi, surtout quand il existe des critères de majorité qualifiée, il est anachronique que les groupes minoritaires soient mieux représentés que les groupes majoritaires. Donc c'est dans le discours du représentant de la FAIP, El Al-Suleiman Compaoré, que cela est ressorti, et lors des débats, c'est ce qu'il a défendu avec ses co-religionnaires. Les catholiques et les protestants attendaient de l'État qui réaffirme ses prérogatives de protection des libertés religieuses, tout simplement parce qu'ils se sentaient menacés. Et l'enjeu pour les chefs coutumiers traditionnels était la sauvegarde de leur statut constitutionnel et des coutumes qui, selon eux, sont de plus en plus diabolisés et menacés par les adeptes de religions révélées. Ils ont pris donc le cas des sorties de masques et des sacrifices en milieu urbain qui sont diabolisés par, quand ils disent diabolisés par les adeptes de religions révélées, ils font allusion, ici ils ne le disent pas, mais ils font allusion aux protestants et aux évangéliques surtout, qui sont assez rigoureux là-dessus. Je dirais même agressifs. Donc, ils ont montré avec des exemples à l'appui que la diabolisation des coutumes et la destruction des fétiches par des pasteurs font partie des premières causes de conflits entre coutumiers et adeptes des religions révélées au Burkina. Et pour les garants donc, des coutumes, les sorties de masques et les sacrifices sur les voies publiques en milieu urbain sont comparables à l'occupation des voies publiques par les musulmans et les chrétiens pour la prière et les processions. Alors, donc, il compare un peu faire des sacrifices sur la voie publique, ça équivaut à occuper la voie publique pour prier pendant que les gens veulent passer. Donc, ils ne comprennent pas pourquoi les gens s'en prennent à cette pratique alors qu'eux aussi, ils font presque la même chose. Donc, et ici, ils ne désapprouvent pas ces formes d'expression publique du christianisme et de l'islam. Les coutumiers, comme Issa Kassourema l'a relayé dans la presse en 2018, beaucoup plus tard, c'est un des défenseurs des intellectuels et défenseurs de la société traditionnelle à Ouagadougou. Il a soulevé un problème de fond entre laïcité et coutume pendant les échanges. J'ai relevé cet extrait, il dit par exemple: est-ce qu'un agent public pratiquant de la religion traditionnelle peut installer au sein de son service public son fétiche à portée du village afin de lui faire des offrandes? Exemple, des galettes, des beignets, des boucs, de temps en temps. Donc voilà ce qu'il a donné en réplique aux catholiques, aux protestants, aux musulmans, pour dire, bon, voilà, vous qui discutez de ça et vous dites que pour nous, ce n'est pas possible. Et vous avez des croix de Jésus dans les bureaux, vous avez des mosquées délimitées dans les services publics. Pourquoi est-ce qu'un
un adepte de religion traditionnelle ne pourrait pas faire la même chose. Donc voilà, c'est vraiment le problème de fond, moi je l'estime comme ça, qu'il a posé lors donc, de ce débat. Et les résultats des échanges, ça aboutit à ce qu'ils ont appelé une laïcité, l'adoption d'une laïcité endogène. Et la laïcité endogène, c'est une modalité spécifique de la laïcité dans laquelle l'État, ici l'État c'est le gouvernement de l'administration territoriale, établit la morale commune de la société en s'appuyant sur les institutions religieuses et coutumières auxquelles il accorde une reconnaissance et des subventions. Donc l'État doit reconnaître les forces religieuses et leur apporter des subventions pour leurs activités. De façon concrète, l'État traitera à égalité toutes les confessions religieuses. Mais ici, il faut préciser que ce n'est pas les confessions religieuses prises individuellement. L'État a défini des modalités. L'État ne peut traiter qu'avec des fêtières. Donc, l'ensemble des associations islamiques se regroupent dans une fêtière, donc la FAIB. L'ensemble des groupes protestants évangéliques se regroupent dans la FEME, donc Fédération des Églises et Missions évangéliques. Et puis l'ensemble aussi de, comment je vais les appeler encore, les catholiques, les obédiences catholiques se retrouvent dans la conférence épiscopale. Donc, c'est 3 fêtières que l'État va soutenir. Donc, et l'État va les associer par diverses formes de partenariat et de financement à sa mission de régulation sociale. Donc, il accepte de subventionner les écoles confessionnelles et ainsi de suite. Donc, ça, c'est quelques exemples que j'ai pris. Alors, l'élément aussi à souligner qu'il ne faut pas oublier, c'est l'État a réaffirmé sa volonté de favoriser l'expression publique des croyances dans le cadre du respect de l'ordre public. Et ici, ce qu'il faut souligner comme changement, l'espace public burkinabé n'a jamais été autant ouvert qu'à partir donc, du forum, parce que vous avez des prières qui se déroulent même à la présidence, à Kosiam, à l'Assemblée nationale, et ainsi de suite. À l'université et dans les écoles publiques, donc les signes religieux apparaissent, les groupes de prière se constituent. Bref, de ce côté, en tout cas, on constate des changements. Et à l'inverse, il y a une contrepartie quand même. Les groupes religieux et coutumiers ont accepté jusqu'à un certain point l'ingérence de l'État dans leurs affaires. Et ici, je prends l'exemple de la communauté musulmane qui est assez divisée sur la question du Hajj. Ils ne veulent pas que l'État s'ingère dans l'organisation du Hajj, mais lors donc, de ce forum, ils ont finalement accepté que l'État reste le principal acteur de l'organisation du Hajj, donc malgré leurs divergences. Donc ils ont fait cette concession. Et l'État maintient sa présence donc, dans l'organisation du Hajj. Et il y a la création d'un observatoire national du fait religieux qui permet à l'État de garder le contrôle sur les forces religieuses. Alors, qu'est-ce qu'il faut apporter comme analyse à tout ça? L'analyse qu'on apporte, c'est que le sorti donc, du forum, toutes les forces religieuses et l'État se disent satisfaits du compromis. Et la FAID a relevé que ce compromis reflète de façon fidèle et équilibrée la composition religieuse du pays. Moi, je remarque cependant qu'il reste que la laïcité endogène demeure un consensus dynamique qui témoigne de l'accord de force entre l'État et les forces religieuses, qui peut toujours être remise en question selon les sensibilités du gouvernement et l'importance des groupes religieux. Il y a des faits récents qui le prouvent. Donc, quitus a été donné à l'État lors du forum d'élaborer un projet de loi sur les libertés religieuses, ce qui est fait, mais le projet de loi, aussitôt introduit, avant d'être introduit, apporté à amendement aux différents acteurs, a été contesté par la FAID et l'État était contraint donc de retirer ce projet de loi. Ça confirme ce que je viens de dire et ça montre aussi que la laïcité est toujours en débat au Burkina Faso. Ce n'est pas un sujet épuisé. Voilà ce que j'avais à dire ici. Merci beaucoup, Koudbi, pour cet exposé très intéressant sur un pays voisin, mais très différent dans un sens où nous voyons que les questions de laïcité tournent beaucoup autour des relations entre les différentes communautés religieuses. Donc, merci pour cela. Et finalement, maintenant, pour nos voisins de la sous-région, on passe la parole à un autre pays où quand même la démocratie religieuse en est très importante. Et c'est le Tchad. Et donc, Remadji, vous avez la parole. Merci Léo. Et bonsoir à tout le monde. Comme le Tchad n'est pas de l'Afrique de l'Ouest, ils ont fait exprès de me mettre dernier. Voilà. Mais je veux vous montrer qu'en fait, tout est assez proche finalement. Et je pense que dans le setting aussi
de parler juste après le Burkina permet aussi d'établir des liens de comparaison qui ramènent le contexte socio-historique et anthropologique du Burkina, qui est plus proche en fait que de celui que nous avons au Tchad. Au Burkina, s'ils sont arrivés donc, à ce qu'ils appelleraient, même si c'est un concept dynamique, comme tu le dis, la laïcité endogène, je pense qu'au Tchad, nous sommes loin d'être arrivés à un concept qui se discute. Et c'est pourquoi moi j'appelle ce que je vais dire plutôt les scènes ou bien les chantiers de la laïcité au Tchad. Et ceci pour dire que l'approche que j'adopte, comme lui et les autres aussi, est une approche dynamique de la question, mais qui s'adosse au contexte historique et aussi au contexte sociopolitique, donc qui forge ces dynamiques-là. Ceci implique donc que je vais commencer par vous dire l'histoire tumultueuse du Tchad, que certains connaissent de très loin, et comment la laïcité donc, trouve sa trajectoire à travers cette histoire-là. Et donc, le Tchad, il faut le dire, en fait, est situé vraiment à plusieurs carrefours. D'abord le carrefour de l'Afrique du Nord et de l'Afrique centrale, mais aussi en fait le carrefour de l'Afrique orientale et occidentale, du Sahel et du Sahara en même temps. Ça vous dit donc un pays au confluent de plusieurs influences de tous ordres depuis donc la nuit des temps. C'est aussi un pays multireligieux, mais plus équilibré démographiquement en termes religieux que le Sénégal par exemple, parce que nous avons 52% de musulmans et environ 45% de chrétiens protestants et catholiques, et le reste qu'on appellerait justement les traditionalistes. Mais il ne faut pas que cette dichotomie démographique en fait, amène la compréhension anthropologique du Tchad à deux camps opposés, parce que à travers et sous ces religions, bien au-dessus de ces religions, vous avez quand même près de 200 groupes ethno-linguistiques. Ça vous dit donc le contexte complexe dans lequel je vais parler. Et très vite, donc, cette complexité va se faire ressentir dans l'histoire du pays, qui dès 1963 donc, entre dans un cycle de crise dans lequel les marqueurs identitaires, donc spécialement la religion et les ethnies, vont être utilisés, réutilisés, manipulés et amenés dans tous les sens. Il faut dire aussi que, comme les autres pays, en fait, dès la Constitution de 1959, à celle de 60 et de celles qui ont suivi, nous sommes aujourd'hui à environ 7 constitutions au Tchad, donc la dernière de 2018. L'écriture des textes constitutionnels a toujours fait une place d'honneur au concept de la laïcité. Et le détour par l'histoire mouvementée en fait, du Tchad peut aussi permettre, donc, comme je l'ai dit, de saisir la laïcité dans le contexte du Tchad. Donc, en termes d'approche, je dis c'est une approche dynamique, mais qui absolument s'inscrit dans l'histoire. Alors, comme dans beaucoup de pays, je pense que, à mon avis, au Tchad, on peut saisir deux grands momentum, ou bien deux grandes périodes pour ce qui concerne le débat sur la laïcité, donc deux tournants clés. Et chacun de ces deux tournants donc, implique des sous-périodes ou des sous particuliers qui permettent de comprendre en fait la question de la laïcité au Tchad. C'est la période qui va de 60 jusqu'à 1990 et ensuite 89 et la période des années 90 à aujourd'hui. Pourquoi je prends ces deux périodes? C'est que la première constitution du pays, comme je l'ai dit, consacre le principe de la laïcité. Et dans beaucoup d'autres pays, je pense qu'il a fallu attendre les années 90 pour que le débat commence. Mais au Tchad, dès 1966, donc, la première rébellion qui se met en place dans ce pays est une rébellion, si vous voulez, qui se met en place et qui est tenue par des élites musulmanes contestant en fait la mainmise donc, des non-musulmans sur l'État. Donc la question du refus de l'école dans les communautés musulmanes, etc., comme au Burkina, fait partie de cette dynamique-là. Et cette rébellion, si j'avais à vous montrer le drapeau adopté par cette rébellion à cette époque, c'était un drapeau qui impliquait donc la couleur verte absolument, d'autres couleurs, mais le croissant de lune. Et je pense que la philosophie de base, c'était ce qu'ils appelaient un socialisme en fait islamique. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais... Donc dès 1966, en fait, il y a déjà cette tentative du refus de la forme laïque de l'État laissée par le colon français. Mais à partir de cette époque aussi,
le régime se durcit et tous les régimes qui se mettent en place donc, après la fin de la Grande Guerre de 1979 à 82 sont des régimes, je dirais, dictatoriaux qui empêchent en fait toute possibilité de débat. Donc on n'entendra plus parler de n'importe quel débat sur la laïcité ou de n'importe quel débat sur la forme de l'État. Mais à partir des années 90, donc, la charte de béton se fissure à niveau avec la libéralisation de la vie publique et le débat sur la laïcité revient tout de suite. Lorsque le Tchad a essayé de se réinventer donc un parcours démocratique à partir de 1993 à la conférence nationale souveraine, le débat sur la laïcité, la place de la religion, le débat sur la place des langues, l'arabe et le français, ont été des thématiques révélées. Donc 90 relance en fait, si vous voulez, tout le débat sur la laïcité au Tchad. Et nous avons eu d'autres occasions, comme un colloque organisé en 1993, en 2008, mais le dernier événement qui cristallise donc le débat sur la laïcité, je vais y revenir, se passe juste l'année passée. Alors, ce détour historique, en fait, pour moi, permet de commencer par poser quelques jalons analytiques sur le parcours de la laïcité au Tchad. C'est que chacune de ces occasions, en fait, met en lumière, si vous voulez, que ce soit la conférence nationale et tous ces colloques, l'ensemble des controverses, mais aussi les espoirs, les peurs, mais surtout les fantasmes, en fait, un mot que je t'emprunte, que la laïcité induit, en fait, et recèle dans un pays au parcours tumultueux comme le Tchad. Et ça permet donc surtout de formuler l'hypothèse préliminaire que, malgré la constitutionnalité du principe, en fait, depuis 1959, les dynamiques contestataires semblent dater d'avant 1990, comme dans beaucoup d'autres pays. Et c'est plutôt simplement que les dictatures successives n'ont laissé aucune place donc, à une éventuelle contestation. C'est pour dire, dans mon argument, en fait, la contestation de la laïcité n'est pas une dynamique nouvelle, mais est une lame de fond, en fait, à qui la libéralisation donne plus d'espace. Je reviendrai à cela. Je dis que je parle de scène et de chantier. Donc, laissez-moi vous raconter une scène, en fait, qui dit, si vous voulez, l'état des lieux actuels des débats sur la laïcité au Tchad. Et ça se passe donc l'année passée, lorsque le Tchad a décidé de se réinventer une nouvelle constitution, donc un peu la réforme des institutions pour repartir. Et en question était tout ce qui est lié donc au vivre ensemble, à la forme de l'État, et la laïcité, une fois de plus, est revenue et a été la thématique vedette. Et la nouveauté qui ressort, c'est le forum adopte et constitutionnalise ce qu'on appelle un serment confessionnel. Ça veut dire que chacun des responsables d'un certain niveau devrait, la main soit sur le Coran ou bien sur la Bible, en fait, jurer de gérer les choses comme il se doit. Et cette disposition va tout de suite, en fait, ouvrir ce que j'ai dit, la porte aux fantasmes, aux peurs, aux espoirs et aux prises de position les plus diverses. Et les premiers, ce sont les chrétiens, qui expriment en fait des réserves très claires sur l'opportunité d'un tel serment, mais qui surtout en fait soutiennent qu'en tant qu'État laïque, les seules lois de la République suffisent à garantir la responsabilité de ceux qu'on nomme à des postes plutôt que la Bible ou bien le Coran. Et en réponse, donc, les musulmans, la représentativité donc, de ce qu'on appellerait l'islam officiel du Tchad prend position pour dire en fait il n'y a aucun problème pour un musulman à prêter serment pour prendre responsabilité. Mais la minorité des musulmans, donc la minorité silencieuse, dit plutôt dans un État qu'on s'est corrompu et qui absolument va corrompre n'importe quel responsable de n'importe quel niveau, accepter en tant que musulman de prêter serment, c'est se condamner. Donc il y a ces débats, mais toujours est-il que le serment a été maintenu. Alors, le théâtre se passe lorsque les ministres sont nommés donc après cette constitution, doivent prendre service. Le premier acte, c'est une dame qui refuse de prêter serment, et c'est toujours les dames qui font l'histoire. Elle refuse de prêter serment parce qu'elle dit en tant que chrétienne, elle ne pourrait, c'est contre sa religion. Ça se passe à la télé, séance tenante, elle est répudiée par le président de la République qui nomme quelqu'un dans l'assistance, ministre à sa place. Deuxième acte, c'est une autre dame qui doit prêter serment et qui, posant sa main donc, sur la Bible, prête serment au nom de Dieu. Elle est rappelée à l'ordre et on lui exige de prêter serment au nom de Allah.
et non de Dieu. De Allah et de Dieu, en fait, le débat commence là. Et il se passe donc que le président de la République, toujours en live à la télé, impose au président de la Cour suprême d'accepter le serment de la dame, quel que soit ce qu'elle dit. Allah ou Dieu égal. Et en fait, cette petite histoire semble très anodine en fait, mais dans le microcosme tchadien, c'est que il y a certains qui pensent qu'il n'y a pas nécessité de s'inquiéter de ces actes, que c'est juste une question de terminologie. Dieu ou Allah, c'est la même chose. Mais pour d'autres, en fait, il y a quelque chose de plus profond, une lame de fond, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que, quoi qu'il en soit, en fait, la tenue du débat sur le Forum national, mais aussi ce qui se passe à l'occasion de cette prise de fonction, en fait, met en lumière donc ce que j'appelais les tensions accrues entre les communautés religieuses tchadiennes. Il semble également que ces tensions accrues pourraient être en partie attribuables à ce changement constitutionnel, mais surtout à ce que les Tchadiens apprécient comme un éloignement progressif dans un sens ou dans un autre de la nature en fait laïque de l'État. L'introduction d'un serment de prise de fonction confessionnelle n'est qu'un exemple particulièrement évident. Mais il y a beaucoup d'autres exemples. Et dans une publication que nous avons faite et qu'on avait même présentée ici au WAP, on peut regarder dans plusieurs d'autres domaines, donc comme le domaine de l'éducation, etc., si vous voulez, cette dynamique en fait entre les différents groupes religieux du pays, poussant donc la barre dans un sens ou dans un autre, mais surtout cette incapacité de l'État en fait à jouer donc le rôle d'arbitre comme il se doit. Et quel enseignement on peut tirer de cette histoire en fait, ou bien de cette dramaturgie, c'est que on regarde que la question de la laïcité au Tchad ne peut pas se faire sans commencer par comprendre en fait le maillage des acteurs qu'il y a, donc un mapping des acteurs, et on voit qu'il y a une diversité d'acteurs, soit-il des acteurs religieux, l'État central ou bien dans ses services déconcentrés, mais un rôle de plus en plus grand de ce qu'on appelle les associations confessionnelles, soit-elles des associations catholiques, protestantes, mais surtout des associations musulmanes. Les associations musulmanes acceptées dans ce qu'on appelait la tendance officielle de l'islam du Tchad, donc la tendance tidjanique, ou bien les associations musulmanes considérées comme renégats parce que n'appartenant pas en fait à cette tendance-là. Mais cette dramaturgie, à mon avis aussi, permet surtout de comprendre en fait que la laïcité au Tchad ne mobilise pas seulement la juste place de la religion dans la sphère publique, mais aussi dans un contexte aussi mouvementé que le Tchad, la question même du vivre ensemble et de l'acceptation des uns et des autres. Malgré une démographie religieuse plus équilibrée que dans la plupart donc, des autres pays, hormis le Burkina, le débat sur la place des différents groupes et leur prise sur la vie publique se fait de plus en plus fort. Par ailleurs, il y a aussi une variable qui paraît anodine, mais la variable linguistique, donc le débat arabophone et francophone constitue aussi dans ce débat une norme très importante. Alors, au-delà de cette histoire et des enseignements tirés, quel est mon argument à moi, en fait, analysant la trajectoire de la laïcité au Tchad, c'est que malgré la constitutionnalité du principe, donc la laïcité au Tchad, comme on l'a vu dans d'autres domaines, n'est pas donnée. Sa contestation est aussi une réalité, en fait, qui est absolument alliée avec la trajectoire du Tchad, mais surtout avec la politique aussi, en fait, de l'islam par la colonisation française au Tchad et la réaction qu'elle a entraînée. La question de la laïcité est sujette à négociation perpétuelle et comme tout modèle voyageant, elle ne peut que se réinventer, n'est-ce pas? Et dans le cas du Tchad, donc, l'adoption du principe du serment confessionnel, sa mise en pratique, sa mise en scène éteint en fait toutes les controverses qu'elle implique dans la tête et entre les Tchadiens. Même si elle demeure un élément angulaire du vivre ensemble au Tchad, dans les principes, les dynamiques actuelles lui prévoient un avenir plus que mouvementé. D'où l'intérêt en fait pour les spécialistes des sciences sociales, surtout endogènes, africains que nous sommes, de garder un œil sur cette question cruciale pour un pays qui se débat depuis son indépendance avec l'État. Voilà, merci. Merci beaucoup, Levadji, pour cet exposé sur ce cas encore très très intéressant. Je vous souligne dans l'auditoire, si vous ne savez pas, Levadji, lors de nos
notre atelier nous a montré sur un site YouTube, vous pouvez voir cet événement, cet incident curieux de la dame qui veut prêter serment, qui dit Dieu, qu'on appelle à l'ordre, elle revient, Allah, etc. Donc, allez les chercher si ça vous intéresse. C'est un cas très très intéressant qui évoque bien, je crois, beaucoup d'enjeux, y compris le linguistique, comme je disais. Bon, je remercie tous les 4 collègues donc, pour ces exposés qui ont fait dans un résumé très riche, dans chaque cas, beaucoup de débats autour de cette question dans les pays voisins. Et maintenant, je passe la parole à notre collègue Abdoussek, qui va nous parler un peu, qui va essayer de tirer un peu les conclusions pour le contexte sénégalais, avant de vous rendre vous-même la parole. Donc, merci Léo. Je vais en prendre peut-être un peu moins. Donc en fait, moi, la mission qui m'a été, on va dire, confiée, est d'essayer de trouver un pont dans tout ça. Et je voudrais en fait aborder cette mission en essayant de voir comment nous serait-il possible d'aller au-delà de la profusion des cas et essayer d'interroger ce qui tient les cas. Très rapidement, je pourrais me contenter d'un titre d'ouvrage, donc paru il y a plusieurs années de cela, et qui parlait de ce que Mamadou Diop appelle la production du Sénégal contemporain. Et il me semble qu'en fait, dans tout ce que nous avons entendu, c'est uniquement de cela dont il s'agit. La production de nos espaces contemporains, la production des conditions de notre vivre ensemble, que ce soit le cas du Niger, que ce soit le cas du Mali, du Burkina ou du Tchad. Et donc, c'est à ça que je voudrais en fait pouvoir m'exercer. Et m'exercer à partir d'abord d'une première approche. Essayer de définir, essayer de profiler ce qui me semble être d'une part des lignes de similitude, des lignes de similitude que je qualifierais de plus ou moins structurelles, et d'autre part des lignes de dissemblance. Je n'utiliserai pas le mot structurel ici, mais je dirais plus ou moins marquées, plus ou moins fortes. Sur les lignes de similitude, je voudrais presque dire qu'en fait, la laïcité se présente partout comme une espèce d'objet / quiproquo. Un objet quiproquo qui, en fonction des temporalités du moment, rentre en processus ou dynamique de visibilisation. Donc, un certain nombre d'événements qui peuvent la rendre visible, la rendre en fait une actualité chaude, ou alors des temporalités qui l'encassent dans des dynamiques d'invisibilisation. Donc on peut rester ça et là pendant des années et des années, 10 ans, 15 ans, on ne parle pas beaucoup de la laïcité, bon voilà quoi, ça semble être un truc normal. Et donc ce conflit dans les temporalités de visibilisation et d'invisibilisation me semble quelque chose de très important comme un de ces éléments de pont. Par ailleurs, il y a aussi un certain nombre d'autres choses, d'autres points, comme par exemple, oui, la laïcité apporte tous les jours dans nos espaces des cas, des situations. Mais au-delà des cas et des situations, je reviendrai un peu sur quelques cas au Sénégal, par exemple. Il y a surtout que ça apporte quand même, malgré tout, des formes de consensus tacite. Il y a des formes de consensus tacite qui viennent avec, malgré ces rejets, malgré ces discussions, malgré les malaises ou les bonheurs qu'elles peuvent provoquer. Et à côté de ces consensus tacites, on peut aussi parler de conflits. Donc des conflits qui sont parfois ouverts, qui sont parfois lancinants ou dormants. Si nous prenons le cas du Sénégal par exemple, bon, je ne sais pas si c'est heureux ou malheureux, en ce moment je pense que le tout dernier débat est lié à une affaire de comptage de bars. Dans tel quartier de Dakar, on a combien de bars, les uns te disent que oui, il y en a tant. À une époque en fait il y avait ce qu'on appelait ici des saccages de bars plutôt. Donc il faut voir s'il y a progrès ou autre chose là-dessus. Bon, avant ça, il y a eu tout un problème autour de l'interdiction du voile à l'école. On a quelques collègues ici dans la salle qui ont été auteurs de contributions dans ce débat public. Il y a la question, par exemple, également du protocole républicain. C'est-à-dire que est-ce que c'est conforme ou est-ce que ce n'est pas conforme lorsque le chef de l'État fait ceci ou fait cela, lorsque, par exemple, dans une cérémonie officielle, il se passe ceci ou il se passe cela. Et parfois, oui, les gens disent que c'est normal, c'est dans l'air du temps et que bon, il faut bien s'adapter à certains changements, et pour d'autres, non, c'est un peu plus compliqué. Mais je reviendrai un peu plus loin sur ce type de choses. Et puis peut-être un point
qui aussi génère pas mal de situations et de cas, et donc évidemment matière à discuter des consensus tacites ou matière à devoir faire face à des conflits, c'est bien les moments où les fonctions régaliennes de l'État sont mises en cause, et principalement ici, elles sont souvent mises en cause par le fait de ce qu'on pourrait appeler en fait les expéditions punitives. Quelqu'un raconte quelque chose, on ne vient plus à sa maison ou ce genre de choses. Donc, ou des interdictions qui sont faites dans un certain nombre de places et qui ne semblent pas particulièrement tenir, par exemple, du code pénal. Donc ça, c'est un tout petit peu dans la ligne des similitudes, j'allais presque dire, dans la ligne des similitudes, il y a un certain nombre de choses. C'est que le Sénégal, comme l'a dit Abdoulaye Bathily, est un pays qui a connu depuis très longtemps une vie politique, et je rajouterai associative, morcelée.